Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui. Mon nom est Shin Koseki, je suis le directeur de la chaire UNESCO en paysage urbain à l'Université de Montréal. Et aujourd'hui, nous avons donc le plaisir d'accueillir avec nous comme conférencière Marie-Ève Saint-Laurent-Filion. Marie-Ève Saint-Laurent-Filion qui a récemment terminé sa maîtrise en architecture du paysage et qui, par son projet terminal de maîtrise, a reçu le prix Sidley Architecture de la chaire UNESCO en paysage urbain. Marie-Ève veut donc nous parler de son projet terminal qui a porté sur la revitalisation, le réaménagement des rives du Saint-Laurent, du fleuve Saint-Laurent. Donc, peut-être pour l'accueillir, je vous invite à allumer vos caméras pour celles et ceux qui le peuvent, ne serait-ce que pour la saluer. Donc, merci beaucoup. Et donc, juste pour préciser, donc, la présentation d'aujourd'hui, évidemment, se situe dans le cadre des conférences organisées par l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage de l'Université de Montréal. Donc, merci, Marie-Ève, d'être là avec nous aujourd'hui. Je te laisse donc la parole. Parfait, merci beaucoup pour l'introduction, puis pour l'invitation aussi, ça fait plaisir. Puis merci à tout le monde d'être là aujourd'hui. Donc, comme ça a été dit, je vais vous présenter mon projet terminal. Juste pour peut-être mettre, disons, je vais partager en premier lieu là, l'écran. Donc, juste peut-être pour mettre en contexte, le projet, c'est un projet individuel à la fin de la maîtrise en architecture de paysage. Puis, comment est-ce que ça s'opère? En fait, c'est vraiment une session où est-ce qu'on fait, en fait, c'est deux sessions. Donc, une où est-ce qu'on fait davantage de recherches sur des enjeux qui nous intéressent. On définit davantage un site, puis on fait une revue de littérature. Donc, c'est très, très, très axé sur la recherche. Puis ensuite, dans la deuxième session, on vient vraiment développer le projet. Donc, en faisant toutes sortes d'analyses qui sont pertinentes au projet, puis on approfondit la recherche pour ensuite arriver avec une proposition de projet. Puis, moi, en fait, je savais que les enjeux liés à la gestion des territoires riverains et côtiers étaient comme quelque chose qui m'interpellait. Donc, en fait, j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de recherches puis de publications scientifiques qui étaient, en fait, qui portaient sur le sujet, mais qui avaient très peu, euh, qu'en fait, il y avait très peu de projets, du moins en contexte québécois, qui abordaient au niveau paysager la question, ou en fait les questions puis les enjeux que ça soulève. Donc, tous les précédents projets que je trouvais, par exemple, venaient de l'international ou des États-Unis, comme par exemple par la firme Scape, que vous connaissez sûrement, donc qui présente des solutions innovatrices. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait une opportunité justement pour développer un projet par rapport à ces enjeux-là qui sont super importants. Donc, en fait, je me suis positionnée sur un site précis qui est Sainte-Luce, que je vais vous présenter plus tard. En fait, il fallait que je me penche sur un site précis parce que des enjeux concernant le littoral, c'est assez général et vaste. Puis, ça peut seulement être abordé, à mon avis, d'une façon assez spécifique. Donc, le titre du projet, c'est Mutation lente, nouvel écosystème côté. Donc, tout au long de la présentation, vous allez comprendre qu'il y a vraiment la notion, en fait, de temporalité qui est importante dans tout le projet. Puis, juste au niveau du déroulement de la présentation, en fait, je vais disons, mettre en contexte le projet, vous présenter brièvement les analyses qui ont été faites. Puis pour ensuite, en fait, vous présenter le projet, puis ces deux visions, donc une vision à long terme, puis une vision qui est à court terme. Donc, en contexte littoral, en fait, on peut dire que la vulnérabilité des territoires s'accroît au fil du temps, au fil de l'évolution du climat, avec tous les événements perturbateurs qui sont de plus en plus intenses et fréquents.
Donc, quand je parle d'événements perturbateurs, ça peut être soit l'érosion, la submersion temporaire lors des tempêtes, puis aussi toute la destruction qui est liée aux zones de tempête. Puis, en fait, pourtant, justement, malgré cette réalité-là, il y a toujours une attraction au littoral qui persiste. Donc, pour juste situer mon travail finalement au niveau de la recherche que j'ai fait. En fait, dans un premier temps, c'était d'utiliser justement disons, la théorie pour arriver à comprendre certains enjeux, dont l'ancrage côtier persistant, justement. Donc, de davantage creuser cette sphère sociale, puis ensuite comprendre la sphère plutôt écologique. Donc là, à Sainte-Luce, on est en milieu, en fait, l'écotype de la côte, c'est une plage. Donc, pour moi, c'était important de comprendre le dynamisme des plages au niveau naturel, comment ça s'opère. Puis par la suite, nécessairement de comprendre la sphère politique par rapport au mécanisme qui est actuellement qui est régi justement lors justement quand il y a des tempêtes puis des événements perturbateurs. Puis par la suite, j'ai encore utilisé la théorie que j'ai essayé d'intégrer dans la proposition de projet pour chacune de ces sphères-là. Donc, soit l'aspect de temporalité, la notion de résilience, qui est un terme qu'on utilise beaucoup, mais que finalement, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Puis par la suite, la gestion territoriale qui peut être proactive, puis les possibilités d'acteurs que ça l'implique. Donc, le site en soi, c'est Sainte-Luce, en fait, qui est une municipalité où est-ce que je me suis concentrée essentiellement sur la côte, qui est appelée aussi Sainte-Luce-sur-Mer, qui se situe dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce site en particulier? C'est qu'il englobe vraiment une multitude de facteurs, disons, typiques qui résultent un peu de, disons, la fixité du territoire, le fait que que ça apparaît un peu inflexible en matière de réaménagement. Donc, des aspects qui sont justement très, comme, en fait, social, culturel, économique. Puis, en fait, c'est de dire que c'est un endroit qui est où est-ce qu'elle arrive, en fait, est entièrement désignée comme étant patrimoniale. Donc, en fait, il faut dire que justement, c'est fortement culturel, puis qu'il y a un fort rôle touristique qui siège. Donc, au niveau juste régional, pour faire comme une aparté, disons, juste pour situer au niveau plus at large, où est-ce que ça se situe cette municipalité-là. En fait, on est à 20 minutes de Rimouski. On se retrouve en fait, dans disons, un ensemble récréo-touristique assez large où est-ce qu'on retrouve le parc national du Bic, différentes ZEC, réserves fauniques, des montagnes, des pourvoiries, des parcs régionaux aussi. Puis, finalement, comment est-ce que la municipalité de Sainte-Luce s'organise là-dedans? C'est qu'elle rentre vraiment dans toute la grande structure de tourisme balnéaire qui en fait, qui est déployée tout le long de la côte. Puis, principalement, c'est sûr que la municipalité, c'est vraiment une petite, disons, c'est pas un village, là, mais c'est vraiment une petite municipalité où est-ce que souvent les gens vont transiter, mais c'est aussi un lieu de destination où est-ce que les gens vont en fait voir ça comme plutôt un lieu de retraite, un lieu de ressourcement où est-ce qu'on va relaxer puis disons, prendre avantage des paysages de la mer. Donc, plus spécifiquement, au niveau du site même, c'est sûr que là, ce qui frappe, c'est la proximité des constructions au rivage. Mais c'est également au niveau géomorphologique, en fait, la rive, c'est comme on le voit sur la coupe, c'est une rive qui est assez basse, où est-ce que le bâti, en fait,
s'orchestre vraiment sur ce qu'on appelle la terrasse Métis, qui est la portion un peu plus, disons, plane et basse à quelques mètres du rivage. Donc, justement, cette faible dénivellation-là fait en sorte que c'est un endroit qui est très submersif. Puis, il y a également le fait que c'est un socle sableux. Donc, c'est à la base, c'est constitué de plage, hein. Donc, on, on comprend que c'est aussi à cause de ça que c'est énormément érosif. Donc, au niveau spatial, juste pour faire le tour parce que c'est une longue rive, hein, c'est à peu près 10 km de littoral. Puis juste pour avoir peut-être une idée des généralités de comment ça s'orchestre au niveau spatial puis urbain. En fait, on est vraiment dans une structure qui est très résidentielle, où est-ce qu'on a différentes typologies d'habitation, comme des résidences privées assez modestes, des maisons chalets un peu plus cossues, mais aussi beaucoup de maisons mobiles, de cabines de mer. Bref, outre le fait que c'est un, un milieu assez résidentiel, comment ça se déploie, en fait, c'est marqué par principalement la pointe, qui est ici la pointe qu'on appelle Pointe aux Coques, où est-ce que siège le site de l'église, puis du cimetière qui sont reconnus comme patrimoine national. Puis c'est suivi à l'est de la plage municipale, qui est la seule portion, disons, publique qui permet en fait un accès direct à l'eau. Euh, Autrement, toutes les lots, en fait, tous les terrains qui bordent le reste de la côte, c'est des terrains privés. Euh, Puis, juste pour dire, en fait, on retrouve certains commerces, mais très, très peu. En fait, l'offre est très peu, en fait, est très modeste. Euh, Puis ça collabore à la dynamique particulière du lieu, qui est vraiment un lieu, même si c'est fortement touristique en saison estivale, on est quand même dans un milieu qui est modeste, disons, dans sa constitution. Puis où est-ce que l'offre réside essentiellement dans, euh, en fait, la disposition d'un lieu de détente, puis d'appréciation de la mer. Puis ce qui est intéressant finalement de cette carte-là, c'est qu'ici, sur cette portion-là, j'ai transposé les aléas de la dernière grande tempête qui a eu lieu en 2010, qui a frappé fortement la région. Donc, les points en noir relèvent les bâtiments qui ont été sévèrement impactés. Puis il y a également la ligne rose qui vient soulever à quel endroit on retrouve un ouvrage de protection. Donc, quand je parle d'ouvrage de protection, je parle de murs de béton, d'enrochement. Donc, on voit que c'est une rive qui est très fortement anthropisée, puis qu'il y a juste certains endroits que c'est naturalisé, où en fait, il n'y a pas d'ouvrage de protection. Donc, en fait, je me suis intéressée davantage justement à ce traitement-là de murs de béton parce que j'ai marché entièrement la rive quand que j'ai visité. Puis, c'est vraiment frappant de voir, en fait, disons que pour moi, ça a été vraiment l'aspect, disons, négatif au point de vue de l'appréciation du paysage, de voir ces murs-là qui sont d'ailleurs, soit dit en passant, souvent en mauvais état. Donc, ça l'apparaît comme étant des ouvrages de construction qui, en fait, je me suis intéressée à cause de ça, à leur efficacité. Puis, en faisant le tour de plusieurs études scientifiques, ça s'est révélé assez, en fait, plutôt inefficace comme ouvrage, étant donné que, euh, en fait, ça crée une érosion passive à l'avant de l'ouvrage, ce qui est illustré ici sur le graphique à gauche. En fait, ce qui se passe, c'est que au fil du temps, les vagues, en fait, l'effet de l'eau euh, rebondit, disons, sur le mur. Puis, ça crée vraiment tout un effet de tourbillon, puis ça fait en sorte qu'il n'y a pas d'accumulation de sable qui se crée là, puis on assiste finalement à la perte de plage.
Donc, ça augmente finalement les effets contrés, puis c'est peut-être un peu plus des constructions qu'on érige de façon psychologique. Puis c'est aussi, comme je disais, des ouvrages qui s'abîment super facilement, donc on peut questionner la pertinence par rapport à une véritable résilience qui, justement, c'est une notion qui impliquerait une autonomie finalement du milieu à se reconstituer de lui-même. Donc, pourtant, c'est des ouvrages qu'on doit continuellement rebâtir. Puis par le fait, justement, pour comprendre euh, le fonctionnement des plages à l'état naturel, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que normalement, il y a un équilibre sédimentaire qui se crée sur une plage par le fait qu'il y a des gains et des pertes de sédiments qui sont dus à différents échanges entre les milieux. Donc, soit par l'érosion des terres intérieures, par le transport fluvial, le transport éolien, donc tous des différents mouvements, disons, sédimentaires qui fait qu'une plage se recrée d'elle-même. Puis, finalement, en milieu anthropique, comme c'est le cas ici, c'est tous les traitements de surface minérale, puis les installations, puis les constructions font en sorte qu'ils interceptent ces échanges-là. Donc, ce que la municipalité, comme plein d'autres municipalités sur le, le long du fleuve Saint-Laurent font, c'est que pour justement maintenir l'accès à la plage, qui est justement une plage très touristique, c'est qu'ils procèdent au rechargement de sable chaque année en faisant venir des camions qui contiennent des tonnes et des tonnes de sable. Donc, le sable, c'est aussi quelque chose, je veux dire, c'est une matière qui est prélevée d'un autre milieu qui détruit à son tour un autre écosystème. Donc, bien que c'est loin de notre regard, en fait, ça demeure une question à se poser par rapport à la mesure puis la pérennité de ces choix-là. Donc, si on met, disons, de côté tous les aspects techniques que j'ai mentionnés, en fait, j'ai voulu questionner comment est-ce que s'est fondé l'ancrage côtier qu'on connaît aujourd'hui, pourquoi les gens veulent demeurer à tout prix dans ces endroits qui sont vulnérables puis qui représentent parfois des dangers d'y habiter. Donc, au lieu de faire des entrevues puis des sondages sur le terrain, j'ai en fait opté pour une autre façon, étant donné que c'est en soi quelque chose de très long à faire avant de pouvoir avoir, disons, une base solide sur laquelle disons, attacher un projet. Euh, donc, j'ai voulu juste recenser à travers l'histoire l'évolution des usages de la côte pour mieux comprendre cet ancrage côtier-là. Donc, si je fais juste un résumé synthèse, c'est qu'en fait, avant, si on part vraiment de la colonisation, la mer était le seul moyen de communication. Donc, c'était le lieu très riche en ressources benthiques, c'était le lieu de cargaison. On peut dire qu'en fait, l'utilisation était purement fonctionnelle. Puis finalement, avec l'ouverture des voies intérieures, puis toutes les routes qui se sont construites, ça a permis disons, le développement de l'intérieur des terres, puis de l'essor de l'agriculture, ce qui est devenu en fait la principale ressource, en fait, source d'économie au niveau local et régional. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la mer s'est donc vue finalement délaissée de cette activité-là pour ensuite migrer vers plutôt une constitution d'un bien paysager et identitaire de la région. Puis, il faut dire que la majorité du bâti d'origine est aujourd'hui disparu. Puis, ce que j'ai pu comprendre par les recherches que j'ai faites, c'est que le principal legs qu'on retrouve aujourd'hui, c'est vraiment la longue plage, puis son usage aussi de plaisance, qui émergeait dès l'essor touristique. C'est ce qui a persisté dans le temps jusqu'à aujourd'hui. Finalement, toute l'histoire de la rive qui aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de traces, disons, au niveau bâti, au niveau visuel et paysager qui sont disparues. Puis ça reste en fait, ça repose en grande partie sur une mémoire qui est intangible, mais qui reste quand même disons,
dans l'esprit des gens qui y habitent. Puis en fait, toute cette analyse-là a permis de comprendre que, en fait, ça a permis de relativiser un peu les changements qui pourraient être opérés en vue de l'évolution du climat, étant donné que la rive, elle a constamment évolué justement au niveau spatial, au niveau de son traitement. Puis, en fait, ça m'amène à juste vouloir vous illustrer au niveau peut-être plus avec des données que j'ai recueillies pour comprendre, pour mieux visualiser, disons, en détail, en fait, de façon plus précise, les enjeux comme tels au niveau spatial. Donc, en prenant en considération le trait de côte actuel, puis le recul provoqué par l'érosion, donc toutes disons, des données qui viennent de différentes études, la hausse du niveau de la mer qui est prévue d'ici 2100, puis aussi en répertoriant les données des événements, dont la tempête de 2010, ça a permis de venir en fait simuler un peu en fait, d'établir des projections sur le territoire. Puis ce qu'on comprend, c'est que c'est vraiment juste une question de temps avant que la côte subisse de grands changements. Puis tout ça, en fait, ça vient à énoncer, disons, que finalement le projet que j'ai voulu mener doit tendre à deux réalités. Donc, celle qui est de l'ancrage social implacable du littoral, puis de ces changements finalement territoriaux qui peuvent seulement, disons, se déployer graduellement, à moins de faire subir un déchirement culturel du lieu. Puis il y a aussi l'autre réalité qui est celle de l'évolution inévitable du climat, qui s'opère vraiment lentement, mais qui justement peut être difficile à être perçu, mais qui est tout à fait réel. Donc, dans cette optique-là, j'ai voulu développer deux visions qui allaient répondre à justement cette nuance de double réalité. Puis, en fait, une vision qui est davantage à long terme, qui met en perspective plusieurs générations. Puis une autre qui est une vision à court terme, qui engage plutôt une notion de mitigation, qui est, à défaut finalement de sauver complètement le territoire, c'est l'idée d'engager un mouvement, d'engager justement un début d'intervention, ou est-ce que justement ces interventions-là peuvent s'inscrire tout à fait dans la vision à long terme. Donc, je vais commencer par la vision à long terme qui peut paraître idéalisée, mais qui permet vraiment de se projeter sur plusieurs années. Donc, dans un premier temps, ce qui peut être effectué, c'est que la municipalité sonde les propriétaires des lots vacants, étant donné qu'à Sainte-Luce, l'espace en soi n'est pas un facteur problématique. Il y a plusieurs lots, comme assurés en gris ici, là, qui sont en fait vacants et non bâtis, non utilisés. Donc, l'acquisition lente de ces parcelles-là pourrait finalement s'orchestrer en même temps que la gestion d'un nouveau traitement de la rive, qui est celui en fait, d'une mitigation des aléas. Donc, c'est ce que je vais vous présenter tout de suite après la vision à long terme. Donc, par la suite, justement, certains des lots acquis pourraient être subdivisés et les habitations de front de mer qui sont vraiment à risque pourraient être déplacées si, disons, les contraintes techniques le veulent, parce que ce n'est pas tout à fait toujours possible de déplacer facilement les habitations. Puis, donc, l'idée, c'est que tour à tour, les lots de front de mer seraient délaissés. Puis, ils seraient en fait végétalisés dans une idée de créer tranquillement une bande végétale qui atténue les effets des tempêtes. Puis, par la suite, en fait, de nouvelles copropriétés pourraient être construites à même ces lots-là pour les habitations qui n'ont pas nécessairement pu être déplacées.
dans l'idée d'offrir une solution en matière d'immobilier à ces gens qui souvent se retrouvent, en fait, il faut le dire qu'au niveau provincial, il y a une subvention qui est offerte pour ces gens-là qui sont à risque, mais que souvent, disons en région, surtout, les options qui s'offrent à eux, aux citoyens, sont très faibles, puis souvent les gens se retrouvent à déménager à l'extérieur des municipalités. Donc, l'idée, c'est d'engager une espèce de rétention de ces gens-là en leur offrant, c'est sûr, c'est pas le même paysage puis la même maison qu'il y avait avant, mais de leur offrir du moins une option. Puis la copropriété fait en sorte qu'au niveau monétaire, ça peut être un peu plus, disons que les coûts peuvent être amortis de cette façon-là. Puis, l'idée, c'est aussi de répondre à une demande par la création justement de ces nouvelles habitations-là, de répondre à une demande en habitation touristique qui est actuellement en déficit. Donc, finalement, ça peut nous laisser imaginer tout l'idéal que le lieu pourrait devenir, où finalement le délaissement du front de mer laisserait la place à un nouvel écosystème à l'image d'un parc marin, où est-ce que l'emprise humaine finalement est complètement réduite, mais que l'accès récréatif persiste toutefois. Donc, en ayant justement en tête toute cette vision à long terme-là, en amont de l'acquisition justement de parcelles, puis d'une gestion territoriale à plus grande échelle, qu'est-ce qu'on pourrait faire demain dans une façon imminente, puis au niveau aussi à une échelle plus réduite. Donc, en fait, c'est là que je viens à vous présenter le concept du nouvel écosystème qui est en fait la mitigation, qui est une solution végétale qui engage justement la première phase de changement du territoire. Puis l'idée, c'est justement, comme je disais, c'est à défaut de sauver complètement le territoire, c'est vraiment d'engager le pas vers les changements. Puis finalement, cette approche-là réside dans l'application de trois principes que j'ai pu finalement dégager par le biais de mes recherches. Donc, ces trois principes qui apparaissaient fondamentaux, comme le premier, qui est la captation de sédiments. Donc, de vouloir retenir les sédiments pour prévenir justement l'érosion. Puis, le deuxième, c'est par captation de sédiments, je veux dire qu'il faut, c'est par l'utilisation de plantes diversifiées qui ont tous des systèmes racinaires complémentaires. Puis le deuxième principe, c'est en fait l'infiltration. L'infiltration, en fait, de rendre complètement poreux le milieu afin de justement contrer le plus maximalement possible les effets de submersion. Puis le troisième, c'est le reprofilage de la rive, qui en fait arrive à justement, en fait, le troisième principe, c'est vraiment de vouloir réduire le déferlement sur le bâti lorsqu'il y a des tempêtes, justement en reprofilant la rive, qui actuellement est une configuration souvent comme ça, comme on a vu ici, des murs de béton qui vont faire en sorte qu'ils accentuent en fait la hauteur des vagues. Donc, justement, en reprofilant la rive, c'est que ça dissipe en fait les vagues, justement même par les parties aériennes des végétaux. Donc, les vagues des grandes marées vont en fait, comme ce qu'on appelle, on pourrait dire, ils vont mourir en fait sur la rive lentement, où est-ce qu'une pente est douce. Donc, la morphologie de pente douce, c'est vraiment quelque chose qui est attribuable à des milieux, des environnements côtiers, comme des plages naturelles ou des marais. Donc, c'est en réalité la meilleure défense côtière qui peut contribuer à une réduction de 60% de la hauteur des vagues. Donc, plus spécifiquement, ces interventions de mitigation s'inscriraient dans un plan global qui comprend la naturalisation de la plage municipale, qui est tout en bleu ici, qui est l'accès public, le seul accès public à l'eau. Puis le réaménagement de la route, puis en fait sa
perméabilisation pour la rendre poreuse. Puis par la suite, dans un deuxième temps, je vais aussi vous présenter la naturalisation de bandes riveraines privées qui justement s'inscrivent dans l'idée que éventuellement les lots vont être désertés puis que cette naturalisation va continuer. Donc, au niveau de je me suis penchée sur deux propositions qui répondaient à deux typologies existantes quand on analyse la rive de Sainte-Luce. En fait, c'est justement configuré de la façon, comme on voit ici, de la plage municipale qui est bordée de la route puis d'une frange bâtie. Tandis que l'autre configuration, c'est vraiment comme ici, où est-ce qu'on a les lots privés bordés de la route, puis d'une autre frange bâtie. Puis en fait, le premier modèle, justement, c'est vraiment la plage municipale. Donc, c'est le premier endroit où est-ce qu'on pourrait intervenir facilement, vu que c'est le seul endroit où est-ce que c'est public. Donc, l'idée, c'est de proposer un nouvel écosystème à l'image d'une bande végétale. Donc, l'idée, c'est pas de rétablir l'écosystème historique, mais bien d'en créer un nouveau qui est modelé, en fait, au contexte actuel. Donc, l'espace de la plage est actuellement minéral, mais maintenant, en fait, l'idée, c'est de l'avoir comme un espace supportant les submersions temporaires. Puis, en fait, on a aussi une plantation qui est adaptée au sel, au vent, aux variations hydriques, puis qui combine toutes sortes d'espèces qui sont dotées d'une diversité de systèmes racinaires complémentaires. Donc, comme ici, on voit la configuration actuelle qui est un milieu complètement minéral qui est pris d'assaut justement par la voiture. Donc, l'idée, c'est de venir soutenir l'usage actuel de la rive, puis de remplir par sa fonction technique la mitigation des zones de tempête. Donc, la réhabilitation d'un écosystème pourrait finalement devenir un modèle écologique qui combine l'écologie puis le tourisme, puis la plaisance, en fait, en conservant l'aspect contributif de bien-être, puis en fait, c'est ça, de plaisance du milieu de vie actuel. Donc, la configuration, en fait en sorte que la rue devient très étroite, en fait, est réduite et maintenant à sens unique. Puis, aussi, le traitement de la route devient, en fait, utilise un matériau poreux comme l'asphalte poreuse. Puis, l'accès à l'eau est toujours desservi, puis par le biais de l'installation de passerelles qui peuvent être amovibles pour l'hiver, en fait, pour être enlevées l'hiver. Donc, justement, l'important, c'était de aussi garder l'accès à la plage qui est justement accessible actuellement à marée basse. Puis, la proposition vous souhaite justement prendre en considération toutes les activités qui se déroulent actuellement sur la plage. Donc, l'idée, c'est vraiment d'offrir aussi des points d'arrêt qui vont favoriser, comme ce qu'il y a actuellement, donc favoriser la détente, les bains de soleil, les installations aussi qui vont permettre de se balader, d'accéder à l'eau. Puis tout ça est orchestré d'une façon à vouloir conserver la modestie paysagère du lieu qu'il y a actuellement. Donc, il y a également la composante pédagogique qui souhaite mettre en lumière tout le passé finalement de la rive. Puis, finalement, c'est de dire que même si le paysage de plein d'habitants se voit complètement changer, les habitudes de leur quotidien est pris en considération dans la solution d'aménagement. Donc là, ici, c'est juste de dire que c'est un processus qui peut être phasé en soi, donc pour conserver un accès à la plage pendant la construction, son aménagement peut prendre place en plusieurs étapes. Puis l'idée aussi, c'est que finalement, l'implantation du projet se voudrait inclusif. Donc, on pourrait retrouver une signalétique explicative qui
permet aux passants de comprendre les interventions puis les motivations qui sont derrière tous ces grands changements-là, puis dès ce moment-là, commencer à assimiler que justement, il y a des changements qui s'opèrent. Puis c'est sûr que ça donne l'apparence d'un terrain expérimental, puis ça l'augmente. En fait, à mon avis, ça l'augmente par ce fait même disons, la conscience des usagers en laissant transparaître tous les enjeux que la rive subit. Donc, c'est sûr que l'aspect esthétique va fluctuer dans le temps. Certaines fois, on va retrouver des plantations qui sont vraiment plus combatives puis vraiment imparfaites au niveau esthétique. Puis, on va retrouver parfois d'autres plantations, d'autres groupements massifs qui vont être davantage, disons, effervescents puis vraiment en bon état. Donc, ouais, ben, en fait, ce que je voulais dire, c'est que finalement, c'est de créer un paysage qui est vraiment transparent, puis qui accueille en fait les effets de la mer, puis qui les rend accessibles visuellement. Puis conjointement, finalement, pour continuer tout ce principe-là, en fait, c'est de l'étendre vers les lots privés qui se retrouvent en bordure de la mer. Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs maisons actuellement qui se retrouvent sur le trait de côte, puis que, en fait, les maisons sont presque rendues dans l'eau, dans la mer. Donc, c'est sûr que pour moi, j'ai pris je me suis dit que le déménagement de ces maisons-là se voulait imminent. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup de résidences qui permettent, disons, qui ont l'espace suffisant pour aménager différemment leurs berges. Donc, l'idée, ce serait justement de proposer une solution mitigatrice au même titre que la plage municipale. Puis finalement, c'est sûr que cette implantation-là dépendrait vraiment de la réceptivité des gens. Puis, ce que je peux dire, c'est qu'il y a plusieurs arguments favorables qui pourraient être justement, premièrement, ben, en fait, la mitigation des aléas. Il y a toute une composante, disons, éducative faudrait implanter pour informer les gens. Mais je pense qu'il y a d'autres arguments aussi qui peuvent être mis comme justement d'ordre plus esthétique, parce qu'en fait, ça changerait vraiment des murs bétonnés qui sont souvent en mauvais état, puis hors de l'échelle humaine actuellement dans le paysage. Puis également, en fait, ça permettrait euh, de déléguer, disons, la gestion de ces bandes riveraines-là pour les propriétaires. En fait, la déléguer à une entité externe qui pourrait se charger justement de l'aménagement, du suivi puis du maintien à long terme. Donc, je pense que ça pourrait demeurer justement des arguments qui pourraient être justement en faveur de vouloir embarquer, disons, dans le projet. Puis, quand que je parle d'entité externe, en fait, ce que je veux dire, c'est que comment est-ce que ça pourrait s'opérer? C'est qu'il y a en fait, il y aurait plusieurs façons de faire, soit par le biais d'une fiducie ou ce qui est plus simple, selon ce que j'ai pu trouver, c'est en fait qu'un organisme de conservation procède par servitude de conservation. Soit que finalement, ce que ça veut dire, c'est que les terrains resteraient, en fait, les lots au niveau législatif, les lots restent privés puis aux propriétaires actuels, mais seulement la gestion est déléguée à justement l'organisme de conservation. Puis en fait, ça pourrait être aussi une façon une gestion qui pourrait être intégrée pour la plage municipale aussi. Puis c'est en fait de dire que c'est sûr que la végétalisation de la bande riveraine, en fait, de tout le nouvel écosystème côtier qui serait planté resterait évidemment pas à l'identique. Ce que je souhaite dire, c'est que finalement, ça se modulerait avec les effets de la mer, puis avec disons, la dynamique de la côte. Puis que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un coup implanté, disons,
en fait, cet aménagement-là serait résilient dans la mesure où est-ce que ces communautés végétales-là ont la capacité de migrer en fait à l'intérieur des terres puis de se refonder suite aux événements perturbateurs. Là, ça, c'est juste un aparté, disons, au niveau plutôt d'un argumentaire économique, étant donné que parfois, dans un discours où est-ce que on parle d'écologie, certaines personnes vont plus réfléchir avec des chiffres. Donc, je suis allée chercher dans des études les valeurs qui sont attribuables à ce genre d'écosystème, à ce type d'écosystème-là. Puis, par valeur, je parle de vraiment les biens et services écosystémiques, ce qui est une notion que vous avez sûrement déjà entendue. Puis ça prend en compte différents facteurs comme la régulation du climat, la régulation de l'eau, la régulation des perturbations, puis tout l'apport en habitat et en refuge, en pollinisation. Puis ça considère également tous les aspects esthétiques, spirituels puis culturels que ça apporte à un milieu, puis ça le chiffre. Puis finalement, on se rend compte qu'un écosystème mitigateur comme celui qui est présenté pourrait, si on dit ça de façon un peu roughly, ça serait environ 100 000 $ à l'hectare. Donc, ça permet vraiment de venir relativiser toutes les pertes économiques de taxes de la ville suite à la désertion des parcelles qui va s'opérer au fil du temps. Donc, j'arrive à vraiment la fin de la présentation. Donc, disons, en guise de conclusion, je vais juste résumer comme tel. Donc, la vision à long terme qui a été présentée permet d'imaginer tout l'idéal écologique puis récréatif du lieu. Donc, vraiment à l'image d'un parc marin qui pourrait être submersible. Donc, les gestes d'intervention qui pourraient être posés demain s'inscrivent dans ce concept-là qui est réfléchi dans une échelle de temps beaucoup plus large. Puis, la création phasée puis graduelle, finalement, peut être perçue comme un futur legs, puis un nouveau patrimoine naturel. Donc, voilà, ça fait le tour de la présentation. Merci, merci beaucoup Marie-Ève pour cette magnifique présentation très complète. Donc, avant d'ouvrir les questions, en fait, donc si jamais il y a des questions, vous pouvez les écrire dans le chat. Il y a une personne qui normalement devrait les prendre. On peut peut-être aussi même les prendre comme ça, là, mais avant d'ouvrir aux questions, moi j'aurais mes propres questions un peu simples, mais tout d'abord, j'aimerais te féliciter pour la présentation de ton projet et pour ton projet surtout. Là, donc, on comprend bien pourquoi tu as reçu donc, ce prix Civil Architecture de la chaire UNESCO dû à l'excellence de ta réflexion vraiment sur des dimensions extrêmement complexes, extrêmement riches, en fait, avec une solution qui paraît à la fois simple, mais extrêmement bien articulée aussi. Donc, félicitations pour ça. Bon, ma question pour toi, là, j'en ai plusieurs évidemment, mais j'ai une question comme ça par curiosité. J'aimerais savoir, est-ce que tu as pu parler, par exemple, aux gens de la municipalité de Sainte-Luce ou aux habitants de ton projet? Ben, pas vraiment, là. Les seules personnes à qui j'ai parlé, c'était assez bref. Puis c'est les gens, quand je suis allée passer un séjour là-bas, là, donc les gens de l'hôtel, puis etc. Donc, on était vraiment aussi en temps on l'est encore, là, mais c'était, je pense, un peu pire pendant la pandémie. Donc, ça leur a été, en tout cas, j'étais pas à l'aise. Fait que non, j'ai pas sondé trop le terrain. D'accord, donc pas encore, on va dire. Très bien. Non. Et j'aimerais savoir aussi pour toi, dans quelle mesure est-ce que la stratégie que tu mets en place, elle est vraiment spécifique au site que tu as travaillé ou finalement, est-ce que c'est une stratégie qu'on pourrait voir répliquée ailleurs le long du Saint-Laurent? Et quels seraient finalement les ajustements à faire selon les différents segments du fleuve, donc dans l'estuaire, dans la partie plutôt centrale, par exemple? Est-ce qu'il y aurait différentes façons d'aborder ces problématiques-là? Est-ce qu'il y aurait vraiment une influence, en fait, du site sur la stratégie? Ben, c'est sûr que je pense que la stratégie peut se répliquer ailleurs, mais là, moi, je suis allée vraiment dans le détail de quelle plante choisir aussi dans mon rapport final. Fait que
c'est sûr que toutes ces plantes-là sont adaptées au sel, puis la condition particulière de justement de Sainte-Luce, puis en fait du Bas-Saint-Laurent, c'est l'eau saline qui est aussi qui ajoute une difficulté, disons, au niveau de la plantation. Fait que je pense que c'est au niveau peut-être plus des détails de ce que ça comprend. Puis je pense que pour le reste de, disons, l'estuaire, disons, où est-ce on n'est pas dans la mer, en fait, je trouve que c'est encore plus accessible finalement en termes d'aménagement. Puis je pense que j'ai choisi un peu un terrain qui était davantage complexe, justement par, on dirait, l'incertitude de ce qui serait planté puis à quel point ça fonctionnerait, là. Mais oui, ça peut être une base qui peut inspirer d'autres endroits. Merci. Et peut-être je vais finir sur cette question-là, mais pour toi, quels seraient un peu les obstacles actuels à la réalisation de ce projet-là? Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait faire maintenant qui pourraient faciliter la mise en place d'une stratégie comme celle-là ou d'un projet comme celui que tu viens de présenter? Ben, je pense que c'est la municipalité, en fait, de ce qu'ils ont l'air de dire, c'est qu'ils essaient d'engager en tout cas des mesures pour répondre aux enjeux. Mais je pense qu'il y a étant donné que c'est aussi des petits villages, l'accessibilité, je pense, de dire aux gens, ben, en fait, on fait des séances d'information, des séances de consultation. On pourrait en mettre sur place assez facilement, étant donné que la plupart du temps, il y a quand même des gens qui participent. Puis, je veux dire que vu que c'est un petit réseau, c'est facilement communicable. Puis je pense que déjà de partir de là puis de présenter justement des solutions de différents traitements, justement comme celui-ci, pourrait peut-être engager le premier pas, là. Merci. Peut-être qu'il y a des questions du public. Je vois qu'il n'y a pas encore de questions dans le chat, mais peut-être que si quelqu'un veut lever sa main, simplement, ça peut être assez simple de poser une question. Oui, sinon, il y a une petite question ici de iPhone qui dit quelle serait la source de financement pour l'aménagement des projets privés? Ben, en fait, c'est sûr que là, j'ai énoncé comme que la solution que je trouvais la plus pertinente, c'était d'utiliser l'organisme de conservation. Là, après, je peux aller voir quel organisme de conservation, si ça serait une qui est existante ou une qu'il faudrait qu'il soit fondée. En fait, l'organisme de conservation peut aller chercher facilement des subventions. Je n'ai pas tout calculé, disons, mais que finalement, ce serait de venir créer un budget à partir de autant le budget provincial, le budget municipal, parce que faut dire qu'il y a des subventions qui sont offertes pour les gens actuellement. Donc, est-ce qu'il y a une partie de ces subventions-là qui peut être utilisée puis là, tout ça dans l'idée que je proposais d'investir les lots dans les terres intérieures. Donc, peut-être que, en fait, c'est ça, ça serait de rapatrier le plus de formes de tous ces financements-là pour arriver à créer un budget, chose que je me suis pas plongée dedans. Mais... Super. Puis en petit complément à ça, je me demandais, est-ce que tu as pensé à la réglementation qui pourrait être mise en place, par exemple, à obliger les résidents à maintenir une bande riveraine? On a vu que ça s'est passé sur des plans d'eau douce, par contre, mais pas sur le bord de la mer. Est-ce que ce serait une option aussi? Ben, je pense que oui, là, je pense que la municipalité a. En fait, j'ai voulu parler à la mairesse, là, mais je pense que c'est un sujet qui est très sensible, fait que j'ai pas pu accéder à ça. Mais en fait, actuellement, je ne comprends pas nécessairement pourquoi il y a des réglementations pour ne pas reconstruire. Ben, en fait, les gens peuvent rénover, par exemple, puis ils ne peuvent pas reconstruire, puis c'est absolument tout ce qu'il y a comme restriction. Donc, je ne comprends pas actuellement pourquoi il n'y en a pas davantage. Donc, ça leur a été, selon moi, ben, ça devrait être quelque chose qui devrait être mis en place. C'est juste que là, après, il y a toute la question justement du financement. Les gens vont souvent opter souvent pour l'enrochement aussi, parce que l'enrochement, c'est très peu coûteux. Tandis que des végétaux, ça coûte cher. Puis,
Donc, il faudrait qu'il y ait, s'il y a une réglementation qui va dans ce sens-là, il faudrait qu'il y ait justement l'option de financement. Très bien, merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions du public? Sinon, moi, j'ai une petite réflexion, là, puis ça me fait penser que, tu sais, la mer a tellement été valorisée qu'il y a des encrochements, puis il y a de l'accaparement de tout le rivage un peu partout au Québec. C'est vraiment, tu sais, les gens aiment tellement la mer qu'ils encrochent dessus, puis essaient de se rapprocher le plus possible jusqu'à ce que ça devienne contre-intuitif, puis qu'ils se fassent détruire par la mer. C'est quelque chose qu'on voit un peu partout. Puis je me demandais si tu voyais des espèces de pistes de solutions, des grandes lignes. On parle de stratégie nationale, d'aménagement du territoire, des choses comme ça. Est-ce que c'est une réflexion que tu voudrais voir vraiment étendue sur tous les rivages au Québec? Ben, c'est sûr que c'est difficile là, parce que là, après ça, tout revient à. C'est sûr qu'il y a peut-être un manque de comme législation au niveau plus global parce qu'au final, toutes les municipalités, en fait, le droit revient aux municipalités, hein. Fait que ça, c'est une problématique, c'est sûr. Après, il y a toujours du cas par cas. Puis là, tu sais, tout dépend de chacun des écosystèmes. Fait que c'est sûr que je suis peut-être pas pour une espèce de politique à grande échelle. Peut-être qu'il y a une certaine base qui devrait être définitivement comme mise en place, puis que les municipalités devraient se soumettre à ça. Mais effectivement, c'est des grandes questions, là. Ah, on a reçu Euh, une question. Pardon, excuse-moi. Quelqu'un voudrait poser une question? ouais, je m'en allais. Ben là, j'essayais de formuler. Est-ce que on m'entend en écho parce qu'on est beaucoup dans la salle ou non, c'est correct? Non, Ça c'est bon. va. Ça va. Ben, d'abord, je voulais dire merci pour la présentation. Là. Comme Chine l'a mentionné, c'était très intéressant. Je viens de ce coin-là aussi, là, donc je me suis baigné à Saint-Luce. Ben, baigné, c'est un grand mot là, parce que l'eau est froide, en maudit, comme on dit. Mais ouais, c'est ça. Ben, il y a plusieurs choses qui me viennent en tête, là, je pense, puis certaines questions ont déjà été abordées. Un des aspects que j'aimais beaucoup, puis c'est drôle parce que nous, dans l'atelier qu'on fait présentement, c'est un peu ça qu'on parle aussi, la question de la temporalité dans des interventions qui sont plus radicales en termes environnementaux. Un aspect que je me demandais si tu avais, comment je dirais, rencontré dans ta réflexion, c'est l'aspect aussi de à quel point les plages dans le contexte, par exemple, de Sainte-Luce ou du bas de fleuve, sont, oui, un peu mythiques et culturellement valorisées, mais dans les faits, très peu utilisées dans une période de temps qui est assez restreinte, finalement, parce que les étés sont si courts dans l'est du pays. Fait que, bref, on dirait que quand je t'écoutais, ce que je trouvais un élément qui pourrait supporter encore plus ta proposition, c'est l'idée où ben, ce territoire-là, bien qu'on en parle souvent, il est réellement utilisé moins peut-être d'un mois par année comme une plage. Et donc, tant qu'à l'enrocher, tant qu'à... C'est drôle parce que ça arrive à un drôle de timing parce que même on est en campagne électorale, puis la promesse de la mairesse, c'est de ajouter comment ils appellent ça, une recharge de plage, si elle est élue. Là. Donc, c'est très d'actualité. Mais oui, donc, je pense qu'il y avait quelque chose que je trouvais intéressant, que je ne sais pas si tu avais eu des réflexions par rapport à cet aspect où on aménage un territoire juste pour des humains qui l'utilisent un mois, mais il y a plein de non-humains qui pourraient l'utiliser de façon plus écologique et partager le reste de l'année. Fait que cet aspect de temporalité-là, je ne sais pas si c'était quelque chose que tu avais Ben, ajouté. Ouais. oui, c'est clair parce que c'est vrai que l'été est très court, spécifiquement là-bas, là, puis que finalement, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont profiter vraiment pleinement de la plage, puis de se faire bronzer, puis d'aller dans l'eau se baigner, mais c'est comme tu dis, c'est très sur une période de temps super courte dans l'année. Puis finalement, ben, c'est clair que ça me passait par l'idée, puis à me dire que pourquoi est-ce qu'on veut absolument tenir un paysage de façon aussi fixe et rigide tel qu'il l'a été depuis des années. Puis on s'entend que comme je l'ai expliqué un peu, c'est les traces qu'on a conservées de l'époque, l'essor touristique finalement, puis qu'on a voulu conserver ça comme ça. Puis que finalement, on serait vraiment capable de développer autre chose. Puis au final,
l'accès à la plage peut être maintenu. Puis, on doit penser au-delà de justement la rigidité de la façon qu'on voit la plage comme telle. On est comme attaché à un passé. Puis merci de la réponse. Puis l'autre truc, c'était plus un commentaire. Puis tu as déjà répondu un peu, puis c'est normal. Là. Je pense que des fois, c'est le défaut des très, très bons projets, c'est que tu présentes, surtout à la fin, sur les questions de gouvernance et de finances. Tu réponds à des questions qu'effectivement, les gens vont émerger dans leur tête en t'écoutant, mais après ça, tu as ouvert des portes, puis je sais que tu n'as pas toutes les réponses, mais quelque chose de super intéressant quand même que tu as soulevé, c'est toute la question des services écosystémiques à la fin. Puis pour un peu répondre sur certaines interrogations qui ont été mentionnées, je pense que une étape après qui serait très, très cool dans un projet comme le tien, c'est aussi de regarder ces services-là, à qui ils sauvent de l'argent et à qui finalement, qui est laissé pour compte dans la prise en compte de ces services-là, au sens où on a eu quelques questions par rapport aux gouvernements locaux qui vont être un peu les gestionnaires ou les porteurs de ces projets-là localement. Mais des fois, le défi au Québec, c'est que ces gouvernements-là font de l'argent avec la taxe foncière, tandis que les services écosystémiques, souvent, donnent des bénéfices économiques, mais pour des gouvernements qui sont des fois plus provinciaux ou même plus directement aux usagers des lieux, et que certaines instances, comme les villes, sont comme un peu laissées pour compte dans ces services-là. Dans le cas de Sainte-Luce, clairement que le coût qu'ils vont sauver, c'est les millions qu'ils mettent par année en enrochement. Là. Je pense que la dernière fois, c'était comme 1,3 million. Là. Mais ouais, fait qu'il y a je trouve ça super cool que tu finisses avec ça. Puis je me disais, ça serait vraiment le fun de voir dans ces services-là qu'on est capable de chiffrer qui sauve à quoi, puis qui pourrait aussi être preneur à investir là-dedans, comme les compagnies d'assurance, par exemple. Mais c'était super intéressant. Fait que je voulais juste rajouter ça, mais merci. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on va devoir terminer ici pour laisser les étudiants aller à leur cours. Mais merci beaucoup, Marie-Ève. Comme tu peux voir, des questions de Émile, je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup nos étudiants actuellement à l'atelier, qui porte justement sur le réaménagement du Saint-Laurent au sens très large. Donc, merci beaucoup pour ta participation et félicitations encore, en fait, pour ton prix. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation, puis pour l'écoute, puis tous les commentaires. C'est super le fun de aussi faire suite au projet. Là. Excellent. Et puis merci beaucoup à toutes celles et ceux qui ont pu donc assister à la rencontre d'aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt. Merci, au revoir, bonne Merci, journée. Merci, bye. Merci, bye bye.